Ils ont tout le Hametz d'un tel, qu'il a vu, qu'il n'a pas vu, qu'il a aimé, qu'il n'a pas aimé, qu'il soit annulé et qu'il soit considéré comme la poussière de la terre. Ok. On passe maintenant à un autre sujet, c'est quel type d'aliments sont interdits à la consommation pendant Pessah et quel type d'aliments aussi nous devons éliminer avant Pessah. Donc on a déjà répété ici que c'était tout ce qui provenait des 5 céréales et qui a fermenté. Ce n'est pas que la pâte, que les biscuits, ça peut être aussi des boissons, le whisky, la bière, n'importe quelle chose dans laquelle on a mis, et il y a à peu près dans tout se trouve du Hametz. Donc, obligatoire de passer par une liste des rabbinats qui nous disent dans quel produit il y a oui ou non du Hametz, qu'est-ce qui est kasher ou pas ça, qu'est-ce qui n'est pas kasher. Il y a une coutume qu'ont nos frères Ashkénazes et une partie des communautés sfarades nord-africaines de ne pas manger du riz ni des kitniyot. Kitniyot en français, je crois que ce sont des féculents. Comment on appelle ça? De la légumerie. Les légumineuses. Ok. C'est pas le minhag des Sfaradim, en tout cas pas ici dans toute la région de Israël, l'Égypte, le Liban, l'Irak, l'Iran, etc. C'est une coutume des Ashkenazim, et ceux qui sont influencés par les Ashkenazim, c'est donc toute la région du Maroc et de l'Algérie, parce que leur réponse à toutes leurs questions, au lieu d'envoyer aux rabbins d'Israël, il est posé aux rabbins d'Espagne. En Espagne, il y avait les grands rabbins ashkénazes qui avaient fui les persécutions d'Ashkénaz, comme le Roche et le Tour, sont venus, qui sont les plus grands décisionnaires ashkénazes. Eux, ils ont vécu en Espagne. En tout cas, ils ont fui et ils ont vécu en Espagne. Donc, ils ont été influencés par les coutumes ashkénazes, et pour eux, il est interdit effectivement de manger du riz. Nous, on mange du riz sans aucun problème. Il faudra le vérifier bien, parce que des fois, il y a des grains de blé dans le riz, donc on vérifie, la coutume est de vérifier 3 fois le riz, et faire attention que les enfants ne mangent pas des biscuits près du riz qu'on est en train de vérifier pour Pessah. Du riz kasher et Pessah. Du riz kasher et Pessah, bien sûr, qui n'a pas subi un processus pour devenir non collant par du chametz, par l'amidon, par du blé. Un Ashkénaze ou un Nord-Africain, est-ce qu'il doit éliminer le riz? Il ne mange pas du riz, c'est clair. Est-ce qu'il doit éliminer le riz de sa maison? Absolument pas. Même si le riz, maintenant, il est hamoutz. C'est quoi hamoutz? Il a fermenté. Il a pris du riz, il a fait cuire, il a laissé dans l'eau, d'accord? C'est du riz à l'état, il n'y a pas plus. C'est du riz fermenté. C'est pas du riz sec, c'est du riz mouillé, du riz humide. Bien que c'est un riz qui est fermenté, il n'est pas considéré comme hametz qu'on doit éliminer. Le manger, il n'aura pas le droit de le manger. Mais le garder à la maison, il n'y a aucun problème à garder du riz et des légumineuses à la maison pour nos frères ashkénazes et pour nos frères nord-africains. De même. Pourquoi il est sourd de manger ces céréales? Il faut comprendre, à Pessah, c'est la fête des Khumrot, c'est la fête des interdits, où c'est tellement grave l'interdit de Hametz que tout ce qui avait une petite relation éloignée avec le Hametz, alors on évite. Un temps, on mettait le riz dans des sacs dans lesquels il y avait du blé. Donc il y avait un peu de farine, un peu de poussière de blé qu'il y avait, et les gens faisaient cuire leur riz, et vu qu'à Pessah, 1 millimètre de Hametz, ils ont tout interdit, 1 million de cubes, d'accord? Donc ils ont interdit. Par exemple, il y a une coutume au Kurdistan, ils ne mangent pas des bananes à Pessah. Parce qu'ils faisaient jaunir leurs bananes avec du blé. Donc les rabbins ont dit pas. Donc ça dépend des têtes de coutume, ils ne mangent pas de figues. Je crois que les Ashkénazim ne mangent pas tout ce qui est fruits secs. Ou parce qu'ils portaient dans des sacs de blé, ou bien parce qu'ils utilisaient, comme aujourd'hui on utilisait encore pour les figues, pour faire sécher les figues, on met un enduit qui est de l'amidon. Si maintenant, par exemple, moi aujourd'hui j'ai un gendre, il est originaire du Maroc. Il vient manger chez moi, et chez nous, on mange du riz à Pessah. Alors, je ne vais pas lui donner de manger du riz à Pessah, évidemment. Mais est-ce qu'il peut manger de la soupe dans une casserole dans laquelle on a cuit, il y a quelques heures, encore du riz? Si on a cuit dans du blé, c'est certain que c'est interdit. La soupe est interdite. Est-ce qu'il peut maintenant boire une soupe ou manger un plat qui a été cuisiné dans une casserole dans laquelle on a cuisiné du riz, sans aucun problème? Les Ashkénazim, les Marocains et Algériens qui ont l'habitude de ne pas manger de riz et légumineuses ne peuvent pas en manger ça.
Mais on n'a pas eu de coutume, de décret des rabbins de l'époque, d'interdire les casseroles dans lesquelles on aurait cuit cela. Les casseroles sont cachères de Pessah. Même chez les chassidim, c'est comme ça la loi. Madame est marocaine, monsieur est d'origine israélienne, égyptienne, irakienne. Donc monsieur mange du riz, madame ne mange pas du riz. Alors il y a deux solutions. Ou madame continue à ne pas manger du riz, elle peut. Et est-ce qu'elle pourra cuire à Yom Tov du riz pour son mari? Yom Tov, on a le droit de cuire. On a le droit de cuire quelque chose qui est comestible. On n'a pas le droit de cuire pour les animaux, par exemple. Je n'ai pas le droit de cuire maintenant du porc. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une chose comestible par un juif. Il y a pas, donc on s'est marqué. Tout ce qui se mange, uniquement cela, vous pourrez le faire. Ce qui se mange par le peuple juif. Alors, est-ce qu'elle peut maintenant cuisiner un plat qui lui interdit, du riz, pour son mari? Réponse oui. Bien que pour elle, c'est interdit de manger du riz, elle peut cuisiner pour son mari du riz. Autre solution, qu'elle fasse une interdiction d'arim, elle fait une autorisation de vœu, on va devant 3 rabbinim, 3 personnes, qui vont lui demander qui, quoi, pourquoi, parce qu'elle n'a pas des binettes, etc. Comment est-ce qu'il y a tout un truc pour faire? Il ne suffit pas d'aller à la synagogue et lire une formule qui permet d'autoriser les nédarim qu'on fait avant Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ça n'autorise en aucun cas les nédarim, les vœux. On doit aller dans 3 rabbins qui posent des questions, faire un petit interrogatoire, et après, ils peuvent autoriser le vœu. Et dorénavant, elle pourra manger du riz comme son mari. Sinon, elle doit continuer, si elle a reçu la coutume de sa maison de manger du riz, bien qu'elle s'est mariée, et maintenant elle passe de statut, par exemple, elle était ashkénaze, maintenant elle devient sfarad, parce que son mari est sfarad, vu qu'elle a une coutume de ne pas manger du riz, elle doit continuer. Si elle veut s'arrêter, elle va faire une interdiction d'arim, une autorisation de vœu. Rouge à lèvres, fait avec du chametz. Pâte dentifrice, faite avec du chametz, sont autorisés. On a déjà expliqué plusieurs fois, chaque chose qu'un chien qui n'a pas mangé depuis 3 jours, un chien sauvage, ne mangera pas, alors il n'est pas considéré comme chametz, on peut même en manger. Alors là, il y a une petite différence, c'est de quoi en manger. Il n'est pas chametz, d'accord? Pas de dentifrice, rouge à lèvres, même un chien affamé depuis 3 jours n'en mangera pas. Vient le Roche, un des plus grands poskim, 3 plus grands poskim de l'histoire, et dit oui, c'est vrai, parce que c'est pas du manger. Mais si maintenant quelqu'un, il est fou, il le mange. Alors le fait qu'il le mange, c'est comme s'il le considère comme oui de la nourriture. Et là, il devient chametz. Alors maintenant, quand tu mets du rouge à lèvres, c'est vrai qu'aucun chien va manger, mais toi maintenant, tu vas en avaler un peu. La brosse à dents, tu risques un peu, hop, tu vas en avaler un peu. C'est fait avec du chametz, c'est fait avec de l'amidon. Et toi maintenant, tu l'as avalé. Donc par le fait que tu l'avales, tu le rends nourriture. Réponse du dictionnaire aujourd'hui, il dit non, le Roche, quand il dit qu'on le rend nourriture, c'est quand? C'est quand je veux le rendre nourriture. Que c'est bon de manger du rouge à lèvres. Comme c'est bon d'avaler un peu de pâte dentifrice. Mais si maintenant, par or, c'est rentré, c'est pas la nourriture. C'est à condition que tu le rends important par ta conscience. Pour moi, c'est de la nourriture maintenant. J'en mange comme c'est bon, je mets même la bracha dessus. Ok, dans ce cas-là, bien qu'un chien de 3 jours, qui n'a pas mangé depuis 3 jours, ne l'aurait pas mangé, toi, vu que tu le manges, tu l'as rendu important, donc ces nourritures sont intéressées pour toi. Mais si tu l'as mangé comme ça, sans faire exprès, il n'y a aucun problème. Donc, ça, c'est valable pour les sfaradim, pas les ashkenazim. Les ashkenazim, ils sont mahmerim sur le savon, sur les shampoings, surtout. Nous, on n'a aucun problème là-dessus. On peut s'enduire le corps avec du savon qui fait avec du hametz, avec du parfum, ce que vous voulez. Enfin, le parfum, les femmes, d'accord, pas trop les hommes. Il n'y a pas de problème, parce que tous ces types de produits sont immangeables par un chien qui n'a pas mangé depuis 3 jours. Oui. Mais par exemple, pâte dentifrice, qu'est-ce qu'on appelle manger? C'est le goût ou bien avaler? Parce que pâte dentifrice, parfois c'est parfumé. Si tu prends maintenant un peu de pâte dentifrice, tu mets dans un verre avec de l'eau comme ça, tu mélanges et glou glou glou, tu fais chacun un bilvaro, c'est un problème. Mais si en te lavant les dents, il y a un peu qui rentre comme ça, puis ça a même un bon goût, mais tu n'as pas voulu le manger, ça a une bonne odeur, un bon goût, mais tu n'as pas voulu le manger. Donc il n'y a aucun problème. Alors pourquoi faire des maquillages de dentifrice que j'avais fait ça? Les ashkenazim sont plus marmazim là-dessus. Ashkenazim, je veux dire d'abord qu'il y a... Oui, absolument. Pour nous, il n'y a aucun problème. Que ce soit très clair, je dis ça à tout le monde. Toute la loi que je dis, c'est pour les Sfaradim. Les Ashkenazim, ils sont beaucoup plus marmirim à Pessah que nous. Sur beaucoup de choses aussi en général. Donc, savoir qu'en général, les halachot que je dis ici, c'est pour les Sfaradim. Je n'ai pas le temps d'aller voir aussi pour Ashkenazim et Sfaradim, ça ferait
Ça fera trop. Est-ce qu'après ça, il y a une notion de privation? En souvenir, effectivement, du pain qui a levé, ils n'ont pas pu partir avec, etc. Alors, ils ont été obligés de se priver de pain. Oui, ils ont mangé un pain à pâte non levée, les matzot. Ils sont privés de la saveur d'un pain. Oui, mais c'est... Non, est-ce que la notion de privation, elle entre en ligne de compte? absolument pas, absolument pas. Au contraire, à Yom Tov, il y a une mitzvah de bien manger. On autorise à égorger un animal Yom Tov parce qu'on dit que la chair de l'animal qu'on a égorgé aujourd'hui, elle est meilleure que celle qui a été égorgée hier, à ce point. Donc ça veut dire au contraire, ne te prive pas du tout. Vous avez dit, il y a mitzvah de mal manger Pessah. Non, j'ai pas dit mitzvah, j'ai dit c'est la fête où on mange mal, parce que les gens sont marmérim sur tout. J'ai dit que les chassidim, ils mangent que des carottes et des patates, d'accord? Le poulet, peut-être, il a avalé un grain de blé, il y a des khumrot, il y a des trucs. Le lait, je sais pas, le lait. Il y a des poskim qui disent, et a priori c'est bien si possible de faire comme ces poskim-là, des vaches qui sont nourries avec du chametz, du blé. Elles font un lait fait avec du blé. Alors est-il autorisé, oui ou non? A priori, alors il y a un problème, comme ça, le chametz pendant Pessah, il n'est pas annulable. Même sur un milligramme dans 1 million de cubes, tous les millions de cubes d'eau, il est interdit. Mais si c'est avant Pessah, il est annulé dans 60. Or, le lait, c'est certain que s'il y a un peu de chametz dans le lait, il est annulé dans 60. Donc c'est bien, il y en a qui vont acheter le lait avant Pessah, ou quand ils achètent pendant Pessah, que ce soit un lait qui a été trait avant Pessah, que dans ce cas c'est annulé. Et a priori, c'est bien de faire comme ça. Tu comprends? Si déjà tu poses des questions au niveau des khumrot, comment est-ce qu'on boit de l'eau? C'est une question, tu sais combien d'encre a été, combien de livres ont été écrits là-dessus? Nous, Jérusalem, on n'a pas de problème, parce que l'eau, elle vient des nappes souterraines. Dans la moitié du pays d'Israël, et j'imagine à Paris, l'eau, elle vient où? Elle vient d'où? Elle vient de la Seine, à Paris, et ici, elle vient du lac du Tibériade. Maintenant, combien de gens jettent leur bière, leurs morceaux de pain, leur hametz dans le lac Tibériade? Il suffit que une personne, elle a jeté une miette, pic! Tout est interdit. Tout est interdit. Alors, on autorise. Et beaucoup d'encre a été écrit là-dessus, je ne vais pas dire pourquoi, qui, quoi, comment, etc. Mais il y en a, et ça vaut la peine si quelqu'un, ici j'en ai aucun problème, mais si quelqu'un, il y a des doutes, il n'y a pas des doutes, il y a une certitude qu'il y a du hametz qui a été jeté dans l'eau pendant Pessah, dans l'eau que je bois, même 1 milligramme de millimètre, il est conseillé, c'est pas obligatoire, aux parents des gens fous, il est conseillé de préparer les bidons d'eau avant. Et dans beaucoup de familles, tu as des bidons d'eau qui sont préparés avant, parce que l'eau pour se laver, il n'y a aucun problème, mais l'eau qu'on va utiliser pour boire le thé ou pour cuisiner le riz ou autre chose, une soupe, d'accord? Donc tu me dis, c'est pour ça que je te dis, il n'y a aucune mitzvah de se priver. Au contraire, nourris-toi, réjouis-toi à Yom Tov, il faut se réjouir. Il faut manger bien, c'est une mitzvah de la Torah, d'accord? De manger, il faut manger de la viande, il faut boire du vin, c'est obligatoire, une mitzvah de la Torah pour nous, pour les hommes, les femmes, voilà, c'est marqué comment on les réjouit à la fête de Yom Tov avec des bijoux et des habits. Obligation pour les maris d'acheter à leurs femmes des bijoux et des habits pour les fêtes, ou bijoux ou habits, c'est d'ailleurs les deux, d'accord? Et les hommes, bonne viande et bon vin. Ça, c'est la mitzvah de la Torah de se réjouir. Donc on doit se réjouir, mais pas la force des choses, vu que la fête de Pessah, elle est très grave au niveau des restrictions ilchatiques à cause du Hametz. Donc ça fait que beaucoup de gens, ils se trouvent très très coincés. Tous les gâteaux qu'on fait là, aujourd'hui... Tous les gâteaux qui sont faits, ce sont des gâteaux qui sont faits avec de la poudre, de la farine ou d'amande, ou de la farine de noix, ou de la farine de maïs, ou de la farine de patate, de pommes de terre. Farine de matzah aussi. Et pas tout le monde est d'accord là-dessus. La chassidim sont badass, il ne donnera pas là-dessus. Beaucoup de problèmes de dont je parlerai ultérieurement. Ok, les médicaments. On a déjà parlé hier. Il y a deux sortes de problèmes. Si on a un médicament qui est fait avec entièrement de hametz, tant qu'il n'est pas non comestible par un chien qui n'a pas mangé 3 jours, on doit l'éliminer. S'il est mélangé, c'est du hametz mélangé à autre chose, alors il faut qu'il soit non comestible par la majorité des êtres humains pour qu'on ne soit pas obligé de le mettre dehors. S'il est comestible par la majorité des êtres humains, donc on doit l'éliminer, le jeter. Donc on a les sirops, tout ce qui est enrobé de chocolat, les vitamines, tout ce qui est mangeable, tout ce qui est suçable, c'est la nourriture pour la majorité des êtres humains, donc il faut l'éliminer. Alors qu'est-ce qui se passe si maintenant quelqu'un a besoin de médicaments?
il doit manger du médicament. Alors c'est un médicament qui est autorisé, quoi. Ou bien c'est que du Hametz, mais il est immangeable par un chien depuis 3 jours, ou il est mélangé, dans ce cas-là, il est autorisé si il est pas mangeable, il n'est pas mangeable par la majorité des êtres humains. S'il y a un interdit le premier là, celui qui est immangeable par un chien, c'est pas grave, tu peux le manger sans aucun problème. Celui qui est pas mangeable par la majorité des êtres humains, tu peux ne pas l'éliminer, mais tu n'as pas le droit de le manger. Tu as le droit de manger que c'est un issur des rabbanan de le manger. On avait dit que si quelqu'un est malade seulement au lit, angine, grippe, il est vraiment au lit avec la fièvre, là il pourra transgresser l'interdit du rabbanan et manger de ce médicament, dans la mesure où c'est qu'un interdit des rabbanan parce qu'il n'est pas comme messie par la majorité des êtres humains. Et qu'est-ce qui se passe maintenant s'il y a un malade qui a besoin, absolument besoin, pas de question de vie de mort. Question de vie de mort, on mange n'importe quoi, terminé, c'est terminé. Mais si maintenant il est malade, il y a un médicament qu'il doit prendre, on va dire il a une toux, une pneumonie, enfin une maladie sérieuse, il lui faut maintenant un sirop. Un sirop qui est tout à fait mangeable par la majorité des êtres humains et qui est Hametz. S'il n'était pas mangeable par la majorité des êtres humains, c'est sur des rabbanan, tu peux. Là qu'il est mangeable par la majorité des êtres humains, c'est un sur de Horaïta de la Torah. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a 2 problèmes. Il y a comment le conserver, comment le manger. Comment le manger, c'est très simple. L'avaler d'un coup, on ne peut pas. Ce qu'on doit faire, c'est pas éviter les sirops, c'est prendre un médicament qui est en comprimé et l'entourer d'un peu de papier, pas forcément un gros carton parce que c'est un papier fin, et l'avaler. D'où on apprend cela? On a une mitzvah, la seule grande mitzvah que nous avons durant toute l'année, qu'on fait avec la bouche en mangeant, c'est celle de manger la matzah le soir de Pessah, mitzvah de la Torah. La Gemara, elle dit, si quelqu'un il a avalé la matzah, est-ce qu'il a fait la mitzvah? Oui, il a fait la mitzvah. Donc on apprendra qu'avaler d'un coup sans mâcher, sans goût, avoir le goût, c'est oui considéré comme manger. Demande la Gemara, si maintenant il a avalé, il a mangé, mais il est entouré de papier, de quelque chose, et il a avalé comme ça, c'est qu'il n'a pas fait la mitzvah de manger. De là, on apprend que lorsque tu avales une chose sans que ça touche ton gosier, alors c'est pas considéré comme manger. Donc s'il y a une nécessité maintenant pour que quelqu'un est malade, il doit manger du produit qui est chametz, il l'entoure de papier et il avale, glups, en espérant qu'il arrivera à digérer le papier. Alors maintenant au niveau de comment est-ce qu'on peut ce chametz là, on n'a pas le droit de le posséder pendant Pessah, c'est un interdit de la Torah, balé ou balé matzé. Plusieurs solutions qui sont tous un peu difficiles, mais c'est la fête de Pessah, elle est difficile. Une solution, tu prends maintenant ton paquet de médicaments, tu vas dans le terrain vague du coin et tu le jettes là-bas. Pas tu le caches sous une pierre. Tu le mets dans un endroit qui est FKR, qui n'appartient à personne, et tu le jettes là-bas. En espérant qu'il n'y aura pas un chat, un corbeau ou un jeune homme qui viendra le prendre. Et chaque fois que tu as besoin, et tu penses vraiment que tu t'en désappropries, il ne t'appartient pas. Et quand tu as besoin, tu ramasses, en pensant qu'en ramassant, tu ne fais pas une zriya. Zriya, ça veut dire que tu ne t'appropries pas la boîte. Quand quelqu'un trouve une chose dans la rue, il le prend, elle lui appartient. Mais s'il pense que par le fait de le ramasser, ça ne lui appartient pas, alors c'est pas à lui. Donc tu le prends en pensant que ça ne t'appartient pas, tu ne fais pas un acte d'acquisition en le soulevant, tu prends ton comprimé, et tu le rejettes de nouveau, et hop, tu vas ton comprimé en tout. Hein? C'est FK. Il est FK le tout est FK. Maintenant, quand tu ramasses en pensant ne pas faire un acte d'acquisition. Quand je mange quelque chose de FK, je ne l'ai pas acquis. Non, si tu penses ne pas faire un acte d'acquisition, tu n'as rien fait. Si tu ne penses rien, par le fait de soulever, tu l'as acquis. Si tu ne penses rien du tout, si tu penses ne pas l'acquérir, alors tu n'as pas acquis. Maintenant, si possible aussi, tu prendras moins de kazaït. Si possible. Parce que la kazaït, c'est déjà une quantité entière. Moins de kazaït, c'est déjà beaucoup moins grave. Diluer le sirop, c'est pas possible. Pardon? Le sirop, c'est pas possible de diluer avant Pessah. Alors, il y a une solution avec un sirop, par exemple. C'est vrai que c'est une solution. C'est que tu mettras dedans un produit extrêmement amer qui le rend imbuvable, comme en tant que boisson, par la majorité des êtres humains. D'accord? Tu mets, ici en Israël, l'arabe avait dit du hilbe. C'est du fenugrec en français. Tu prends de l'eau de fenugrec. Hilbe, c'est un plat très très sympathique que mangent les Yéménites. D'accord? Alors, il est très amer. Alors, ils font sortir, ils le rincent souvent. Après, on le mange comme ça. C'est très bon en sauce comme ça. C'est, d'accord? Hilbe. Donc, l'eau qui en sort, elle est extrêmement amère. Elle est tout à fait comestible. Personne ne boit de ça. C'est insupportable. Alors, les gens, par exemple, qui doivent boire à Yom Kippour, on leur fait boire de l'eau de Hilbe. Là aussi, tu prends ton sirop, tu mets beaucoup d'eau de hilbe dedans,
Et comme ça devient imbuvable par la majorité des êtres humains, et ça devient un sirop d'érabananes, et tu peux le boire. Ouais, une solution pour le sirop. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un doit acheter il tombe malade au milieu de Pessah? Quand le médecin lui dit, votre maladie est très rare, il y a un seul médicament, Hametz. Je dois l'acheter. Je n'ai pas pu aller avant Pessah et jeter mon paquet de médicaments dans le terrain vague à côté. Je dois l'acheter. Comment je fais? D'abord, je l'achète chez un non-juif. Pas une pharmacie juive, mais une pharmacie non-juive. Parce que le Hametz qui est en possession d'un juif, il est interdit. Et en possession d'un non-juif, il n'est pas interdit. Ensuite, Choisir un non-juif avec un croissant et... il n'y a aucun problème. C'est marqué Lo ire lecha. Il vous donne le croissant, vous le mangez. Non, je parle d'abord en ma possession. D'accord? Alors quand j'achète un Hametz d'un juif, c'est un Hametz qui est interdit. Le Hametz du non-juif qui est chez le non-juif, il est permis, tant qu'il est chez le non-juif. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais lui donner l'argent. Alors il y a plusieurs solutions. Et c'est mieux de faire, si on peut faire tout à la fois. C'est compliqué. Si on peut, si possible, demander, écoutez, monsieur le pharmacien, l'argent, je vous le donne tout de suite, mais excusez-moi une seconde, je prends le comprimé, tac, je l'avale, après je paye. Parce que je l'ai avalé, alors qu'il n'est pas encore en ma possession, je n'ai pas encore payé. Ou bien une autre solution aussi, tu fais un chèque. Tu fais un chèque pour dans 4 jours. Et là, dans 4 jours, aura lieu la vente effective. Ensuite, si possible, tu achètes moins de kazaït. Un comprimé, il me faut 2 comprimés, d'accord, 3. Pas une quantité de boîte d'allumettes de ce médicament. Quatrièmement, donc ça on avait dit, d'abord acheter chez un non-juif. Deuxièmement, si possible, le consommer avant de l'avoir acheté. Avant de l'avoir acheté. Oui, mais Troisièmement, les autres comprimés, je vais les consommer une fois que je les ai achetés. ce que j'ai dit, si tu peux acheter peu à peu. Troisième chose, acheter peu à peu. Moins de kazaït. Quatrième et dernière solution aussi, c'est quand tu achètes, penser que je n'acquiers pas. Je donne l'argent, mais je ne fais pas d'acte d'acquisition du médicament. Avec ces 4 choses-là, ou une de ces 4 choses-là, en cas de force majeure, vu qu'on n'a pas le choix et la personne ne va pas lui demander de rester malade, alors on pourra faire ainsi.